Avant de commencer, si vous avez déjà eu l'impression d'être invisible, toléré à peine, ou non aimé, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque femme mérite qu'on l'écoute, même quand elle ne crie pas. Je m'appelle Suzanne, j'ai 74 ans et j'habite enfin dans ce village près de Salon de Provence. Là-bas, on se dit bonjour, même quand le cœur n'y est pas. L'été, l'air embaume encore la lavande et les silences pèsent plus lourd que le Mistral. Je vivais chez mon fils Mathieu et sa femme Clara. Officiellement, ça ne devait être que temporaire, juste le temps de me remettre de ma fracture du col du fémur. Juste le temps de vendre ma vieille maison. Juste le temps qu'il s'organise avec les enfants. 3 ans. 3 longues années à dormir dans une pièce sans fenêtre, coincée entre la buanderie et le local à vélo. 3 ans à garder les enfants, préparer les repas, plier leur linge qu'ils ne prenaient jamais la peine de ranger. 3 ans à me taire pour ne pas déranger, à m'effacer pour éviter tout conflit. Et puis, un mardi matin d'avril, alors que je pliais des serviettes dans leur cuisine, je les ai entendus dans le couloir, juste derrière la porte. « Tu dois lui parler », souffla Clara. « Elle ne peut pas rester ici éternellement. » Mais ce n'était pas un encouragement. Elle aide ? Non. Elle garde les enfants, cuisine, prend de la place. Mathieu, c'est une charge, une présence inutile. Un point mort. Je me suis figée. Le torchon m'est tombé des mains. Je ne bougeais plus. Point mort. Ce mot restera gravé à jamais. Je suis sortie doucement de la cuisine. Ils ont sursauté. Clara a blêmi. Mathieu a ouvert de grands yeux. Maman, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire ? Je les ai regardés, calmes, trop calmes. Si Mathieu, c'est exactement ce qu'elle pensait. Et tu as laissé dire ça ? Ils sont restés muets. Je suis retournée à ma tâche. J'ai plié les dernières serviettes avec des mains tremblantes et les ai posées sur l'étagère. Puis je suis montée dans ma petite pièce, sans un mot. Ce soir-là, pendant le dîner, ma main a flanché et j'ai renversé un bol de soupe. L'arthrose me joue des tours ces derniers temps. Le liquide chaud a glissé jusqu'aux genoux de Clara. Sérieusement, a-t-elle crié, se levant brusquement. Je suis désolée, ai-je murmuré, cherchant une serviette. Avant même que je puisse essuyer, elle a frappé ma main. Puis mon visage. Silence. Mathieu n'a pas bougé. Il n'a pas crié. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas dit un mot. À ce moment précis, j'ai compris que mon propre fils ne se lèverait pas pour moi. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Maman. C'était Élodie, ma fille cadette, revenue de Marseille après son divorce, que je n'avais pas vue depuis plus d'1 an. Elle s'est arrêtée net, valise à la main. Elle a vu ma joue rougie, la soupe renversée, mon corps tendu comme une corde prête à céder. Puis elle a vu Clara. Sans hésiter, elle lui a donné une gifle qui a résonné dans toute la pièce. « Si tu touches encore à ma mère, je te brise les mains », dit-elle d'une voix glaciale. Mathieu s'est levé. « Pour qui te prends-tu ? Tu ne vis même plus ici. » « Et toi » a hurlé Élodie. « Tu la laisses frapper ta propre mère et tu baisses les yeux ?» Il a crié à son tour. « Elle ne fait rien ici, elle nous pompe l'air. Comme toi, une ratée, inutile, qui s'incruste dès que la vie devient compliquée. » Élodie a reculé comme s'il venait de la frapper. Et c'est moi qui ai parlé. Assez. Un seul mot, suffisant. Mais eux continuaient à s'affronter. Je me suis levée lentement. Je suis allée vers Élodie et lui ai pris la main. Tu n'es pas inutile. Puis je me suis tournée vers Mathieu. Mais toi, tu n'es plus mon fils. Il a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Je suis retournée m'asseoir dans mon vieux fauteuil, celui qu'il trouvait triste, placé devant la fenêtre. La fenêtre derrière laquelle je passais mes journées à ne rien faire. Je n'étais pas un fantôme. J'étais bien vivante et j'en avais assez. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée dans ce fauteuil, les yeux ouverts, fixant les lumières du village au loin. On dit souvent que les souvenirs arrivent en vrac. Les miens sont venus ordonnés, comme un album qu'on n'osait jamais ouvrir. Je me suis revue dans ma petite maison à Grand, celle que j'avais vendue pour les aider. Une maison modeste en pierre, volet vert repeint par mes soins, escalier branlant mes cœurs fiers. Cette maison, je l'avais achetée seule après la mort de mon mari. Payée avec mes 35 années de travail à la blanchisserie de la mairie, en mettant de côté chaque sou, renonçant aux vacances, aux robes neuves, aux petits plaisirs. C'est là que j'ai élevé Mathieu et Élodie. Quand Mathieu m'a dit, il y a 4 ans, « Maman, on a trouvé une maison parfaite à Lançon, mais il nous manque l'apport », je n'ai pas hésité.
Dis-moi combien, ai-je dit. C'était plus de la moitié de ce que j'avais touché en vendant ma maison. J'ai tout transféré en une semaine, sans poser de questions, sans rien demander. Je ne voulais même pas figurer sur l'acte de propriété. Je voulais que ce soit pour mes petits-enfants, pour leur bonheur. Et quand Clara m'a proposé de m'installer chez eux dans une chambre d'appoint, j'ai accepté, y voyant un prolongement de ma place dans la famille. J'étais proche des enfants, je pouvais aider. Mais cette chambre n'était qu'un réduit, sans fenêtre, avec un lit posé sur des caisses et une lampe qui grésillait. Pourtant, j'ai dit merci. C'est suffisant, me disais-je. Une mère, on l'a élevée à se contenter, à donner sans compter, et j'ai donné. Chaque matin, je m'occupais des enfants. Je les habillais, les nourrissais, les berçais quand ils étaient malades. Je chantais des berceuses, racontais des histoires. Je les allais chercher à l'école sous la pluie ou le mistral. Je préparais presque tous les soirs les repas. Je rangeais les jouets, triais le linge. Jamais un salaire, jamais une reconnaissance. Puis, un jour, j'ai trouvé une enveloppe sur la table de la cuisine, dernier avis, hypothèque. Je n'ai rien dit. J'ai juste demandé innocemment, il y a un souci avec la banque ? Mathieu a haussé les épaules, rien de grave, juste Clara qui avait dû quitter son poste plus tôt. Alors j'ai payé. En silence, j'ai mis en place un virement automatique pour couvrir la moitié du remboursement mensuel. Pendant presque 3 ans, sans jamais qu'il ne demande d'où venait l'argent. Peut-être ne voulait-il pas savoir, peut-être s'en fichait-il. Mais moi, je savais. Et je payais. Et pendant que je payais, Clara changeait, insidieusement. Un jour, en préparant le déjeuner, elle m'a dit, « Tu pourrais taper les listes de courses à l'ordi. Ton écriture, les enfants ne la lisent même plus. Une autre fois, ce serait bien que tu fasses tes propres courses. Tu manges trop de yaourt. » Puis, on pense peut-être transformer la pièce en salle de jeu. Les enfants ont besoin de place. Jamais frontalement. Toujours avec douceur, un ton passif-agressif, usant par petites humiliations. Et Mathieu, il ne disait rien. Il baissait la tête, détournait les yeux. Un jour, j'ai brûlé le riz, juste un peu. L'odeur était là. Oui, elle flottait dans la cuisine. Clara est entrée. Elle a souri, ce sourire qui veut tout dire sans rien dire. On dirait que je commence à te jouer des tours, a-t-elle dit. Et Mathieu, mon fils. J'ai souri moi aussi, mais à l'intérieur, un petit bout de moi s'est détaché, tombé comme une branche sèche. Pourtant, je continuais. Je cuisinais ses plats préférés. Je tricotais des chaussons pour les enfants. Je raccommodais ses chemisiers. Je pliais son linge. Je faisais la queue à la pharmacie pour elle. Et elle osait dire, « Tu devrais être reconnaissante qu'on ait de la place pour toi. » Tous les enfants n'accueillent pas leur belle-mère chez eux. Comme si je n'avais jamais été mère. Comme si je n'avais jamais payé cette maison. Comme si je n'avais jamais tenu ce foyer à bout de bras. Comme si j'étais une gêne. Un vestige. Un poids mort. Mais cette nuit-là, en regardant les lumières lointaines de salon, je me suis fait une promesse. Je ne demanderai plus jamais à être vue. Je me rendrai visible, pas en criant, mais en agissant. Je me suis remise à écrire. Pas dans un journal intime, pas des pensées floues ou poétiques. J'ai pris un vieux cahier à couverture bleu ciel, jauni par le temps. Chaque soir, après que les enfants étaient couchés, je notais tout. L'heure du petit déjeuner. Les repas préparés. Les courses effectuées. Le linge lavé. Les trajets à l'école. Les nuits à bercer Noémie quand elle souffrait. Les heures passées à raccommoder les vêtements usés. Les devoirs relus avec Léo. Les paiements du gaz faits discrètement. Je n'écrivais pas pour prouver quelque chose. Je voulais juste ne plus laisser voler ma mémoire. À force d'être ignoré, on commence à douter de soi. On oublie qu'on agit, qu'on aide, qu'on tient le foyer. On finit par croire ce qu'ils disent, elle est là, mais elle ne fait rien. Alors j'écrivais. Et plus j'écrivais, plus la vérité apparaissait. Pas une vérité criée, mais nue, simple. J'étais celle qui donnait. Eux, ceux qui prenaient. Pourtant, Clara semblait déterminée à m'effacer. Tout a basculé un jour de juin. Il faisait chaud, l'air lourd. J'étais dans le jardin avec les enfants. Clara était dans le salon, téléphone collé à l'oreille comme toujours. Je n'avais pas l'intention d'écouter. Mais quand on entend, elle est là toute la journée, elle ne sert à rien, et que l'on parle de vous, on entend. Sérieusement, Sophie, elle ne paye pas de loyer, elle mange, elle allume le chauffage tout l'hiver.
C'est une retraite ambulante et inutile. Une charge émotionnelle et électrique. Et elle riait. Oui, elle riait. Moi, j'avais Léo sur les genoux. Il me montrait un dessin. Il souriait innocemment, mais mon cœur, lui, semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. Le soir venu, j'ai écrit une phrase en haut de ma page. Charge émotionnelle et électrique. Je l'ai soulignée 3 fois. Ce n'était plus de simple maladresse. Ce n'était pas un simple agacement. C'était un mépris assumé, clair et cruel. Le lendemain, pendant que je pliais le linge, j'ai surpris Clara parlant à Mathieu. « Tu ne veux pas qu'on appelle ta sœur pour qu'elle la prenne une semaine ? Juste pour souffler. Élodie, elle a un studio à Marseille, tu sais bien. Elle pourra la faire dormir sur le canapé. Ta mère ne se gênera pas. Et puis soyons honnêtes, elle commence à sentir la naphtaline. » Elle a ri encore une fois. Mathieu a soupiré. Mais il n'a rien dit. Pas, ça suffit. Pas, c'est ma mère. Il a juste laissé faire. Alors, j'ai ajouté une page dans mon cahier. Jour 84. Clara suggère que je parte chez Élodie pour souffler. Elle me parle comme à un meuble encombrant. Mathieu ne répond pas. Je savais que je n'avais plus rien à attendre d'eux. Mais je savais aussi que tout ce qu'ils me devaient, je pouvais le reprendre. Pas en criant. Pas en pleurant. En m'organisant. J'ai commencé à rassembler des papiers. La preuve du virement pour l'apport de la maison. Les relevés bancaires avec les versements mensuels du prêt. Les factures d'achat courant réglées en mon nom, soigneusement classées. Puis, un soir, j'ai appelé la banque. Pas pour les menacer, pas pour alerter. Juste pour savoir. La conseillère m'a confirmé ce que je redoutais. Mon nom n'était pas sur l'acte de propriété. Mais j'étais toujours référencé comme copayeur du crédit. Vous êtes donc, madame, officiellement responsable partiel du remboursement, bien que vous n'ayez aucun droit de propriété. Et si vous cessez de payer, l'autre partie devra assumer la totalité du prêt sans possibilité de négociation. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai rien dit. J'ai juste remercié et raccroché. Le lendemain, j'ai imprimé un courrier. 2 pages simples, claires, détachées. Une résiliation. Une fin de contribution. Un transfert de responsabilité. J'ai plié l'enveloppe. Je l'ai glissée dans une pochette craft et déposée sur la table, juste à côté de la salière. Ce jour-là, j'ai préparé un ragoût, le plat préféré de Mathieu. Une dernière fois. Quand ils sont rentrés, j'ai souri. Clara a râlé comme d'habitude, en laissant ses chaussures n'importe où. Mathieu, le nez dans son téléphone, ne m'a pas regardé. Le repas s'est déroulé dans un silence pesant. À la fin, j'ai tendu l'enveloppe. Clara a levé les yeux, agacée. « C'est quoi ça ? La dernière facture que je paie ?» ai-je répondu calmement. Elle a éclaté de rire. « Encore un petit drame de mamie blessée ?» Mathieu a ouvert l'enveloppe. Son visage a blanchi. « Tu as vraiment arrêté de payer le prêt ? Depuis ce matin ? C'est à vous deux d'assumer la maison. Vous êtes les seuls propriétaires. Je me retire. » Clara a crié. Elle s'est levée. Elle hurlait. « Tu ne peux pas faire ça. Et les enfants ? Et l'équilibre familial ? Tu ne peux pas nous abandonner, a-t-elle dit. Je me suis levée à mon tour. Je ne vous abandonne pas. Je me libère. Ce n'était pas la même chose. En silence, j'ai roulé ma valise près de moi. Petite, discrète, prête depuis 3 jours. Ils n'ont rien vu venir, mais moi, j'avais tout planifié. Le moment était venu de continuer ma vie ailleurs. Je suis partie avant l'aube. Il était 5 heures du matin. La maison dormait encore. Clara devait être passée la nuit à fulminer, à chercher un plan B. Mathieu, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'avait pas fermé l'œil, ou peut-être qu'il laissait encore penser à sa place. Je n'ai laissé aucun mot. Pas de lettre dramatique. Juste mes clés sur le plan de travail, à côté d'une tasse de café encore chaude. Une tasse pour moi, comme chaque matin. J'ai roulé doucement ma valise jusqu'au seuil. Une valise gris foncé, rayée sur le côté. Dedans, 3 pulls, 2 robes, un cardigan que Camille m'avait offert pour mes 70 ans, et une boîte en fer contenant quelques photos, mon acte de naissance, mes papiers de retraite et un carnet de recettes manuscrits, partiellement écrit par ma mère. Je n'ai pas regardé en arrière. La rue était vide, fraîche. Un chat s'est faufilé sous une voiture. Au loin, une boulangerie allumait ses fours. Je marchais vers l'arrêt de bus,
les roues de ma valise frappant le bitume à intervalles réguliers. Personne ne m'a arrêté. Et pourtant, dans cette marche silencieuse, il y avait une forme de victoire. Je ne fuyais pas. Je ne m'éclipsais pas dans la honte. Je sortais de l'ombre. Le car pour Marseille est arrivé à 6h12. Je suis montée et me suis installée près de la fenêtre. Le paysage défilait, la Provence que j'aimais tant s'éveillait dans son calme du matin. Les vignes, les cyprès, les toits rouges, la lumière douce sur les collines. J'ai fermé les yeux, non pas pour dormir, mais pour respirer. Quand je suis descendue à la gare routière Saint-Charles, l'air de la ville m'a paru différent. Plus dense, plus vivant. Mes épaules se sont relâchées d'1 millimètre. Je n'avais pas prévenu Élodie. Je ne voulais pas qu'elle me réponde « Maman, je ne peux pas » ou sentir mon désespoir. Elle m'avait déjà défendu une fois. Cela suffisait pour savoir où frapper. J'ai monté les marches de son immeuble. Un bâtiment ancien couleur sable, avec un ascenseur qui avait sûrement vu passer les premières radios à Galant. J'ai gravi les étages à pied, un par un, comme un pèlerinage. Devant sa porte, j'ai hésité une seconde. Puis j'ai frappé 2 fois. La porte s'est ouverte. Élodie était là. Elle hâblait et son visage s'est défait. « Maman » a-t-elle soufflé. J'ai souri légèrement, comme si je demandais pardon d'exister encore. Je suis désolée de débarquer. Elle ne m'a pas laissé finir. Elle m'a prise dans ses bras. Fort. Vraiment fort. Pas comme on accueille une mère. Comme on sauve une femme. Aucune question. Juste une phrase murmurée contre mon oreille. « Tu as bien fait. » Son appartement était petit. Un 2 pièces au 3e étage, avec une terrasse donnant sur les toits de la ville. Une odeur de jasmin et de café flottait dans l'air. Un canapé-lit, une table bancale, une pile de livres au pied du lit. Mais tout était propre, réel, vrai. Elle m'a préparé du thé. Sans un mot, nous nous sommes assises face à face. Elle a pris ma main. Pas comme une fille, pas comme une enfant. Comme une sœur. « Clara t'a frappé » a-t-elle dit, ferme. J'ai hoché la tête. « Mathieu ne t'a pas défendu. » J'ai baissé les yeux. « Il t'a laissé payer pour cette maison. » Je n'ai rien répondu. Mais elle savait. Elle a serré mes doigts plus fort. « Tu es chez toi ici, maman. » Les jours suivants furent simples. Je me suis adaptée au rythme d'Élodie. Elle travaillait en horaire décalé, dans une association d'aide juridique. Le soir, elle rentrait fatiguée mais jamais amère. Moi, je faisais le ménage, les courses, la cuisine. Mais cette fois, par choix. Pas par obligation. Elle me répétait souvent « Tu n'es pas là pour ça ». Et pourtant, j'aimais contribuer. Cette fois, c'était dans l'échange. Dans la reconnaissance. Un soir, elle s'est assise sur le balcon. Cigarette à la main, regard perdu dans la ville. « Tu regrettes » m'a-t-elle demandé. J'ai réfléchi. Non, pas une seule seconde. Et c'était vrai. Je ne regrettais pas d'être partie. Je regrettais seulement d'avoir attendu si longtemps. Pendant que nous parlions, dans la maison de Lançon, Clara comptait les jours avant le prochain prélèvement. Et Mathieu regardait les chiffres sans comprendre. Mais je ne voulais pas savoir ce qu'il ressentait. Parfois, c'est en partant qu'on redevient visible. Les jours ont pris un autre goût. Discret. Doux. Comme le sel qu'on oublie dans un plat. Un matin, je me suis réveillée avec la lumière de Marseille traversant les volets. Je portais encore le peignoir qu'Élodie m'avait tendu la veille. « Il est moche mais il est propre », avait-elle plaisanté. J'ai souri, vraiment. Pas par politesse, pour moi. J'ai préparé du thé. Ouvert la fenêtre. Et pour la première fois depuis des années, j'ai respiré sans peur de déranger. Je n'avais plus à justifier mes gestes. Plus besoin de marcher sur des œufs. Je pouvais juste être. Et ça suffisait. Élodie m'a proposé de l'accompagner un matin à l'association. On manque de monde pour accueillir, faire le café, tenir l'entrée. Tu veux venir juste pour voir ? J'ai dit oui. Ce oui m'a coûté plus que je ne le pensais. Ce n'était pas une vengeance contre Mathieu ou Clara. C'était un oui adressé à moi-même. Le local était modeste. 2 pièces. Chaises dépareillées. Bouilloire capricieuse. Mais les gens entraient le cœur brisé et repartaient avec un peu moins de peur. Je me suis installée derrière un petit comptoir. On m'a donné un carnet et un stylo. Prends les noms. Offre un thé. Écoute. Et c'était suffisant. Des femmes de mon âge, plus jeunes, des hommes, des mères seules, des grands-mères épuisées.
Certains ne disaient rien. D'autres pleuraient dès le premier mot. Je leur souriais. Je leur tendais une tasse. Je ne donnais pas de solution. Je donnais ma présence. Et c'est là que j'ai compris ce que Clara n'a jamais voulu voir. Je n'étais pas un fardeau. J'étais une ancre. Pas pour couler. Pour tenir. Un jour, une jeune femme d'origine maghrébine m'a regardé longuement. « Vous ressemblez à ma mère », m'a-t-elle dit. Sauf que sa mère l'avait renié. « Vous êtes là. » J'ai pris sa main. Moi aussi, on m'a laissé de côté. Mais regarde, on est encore debout. Elle a pleuré. Moi aussi. À la maison, Élodie me racontait ses dossiers, ses combats. Elle mangeait mes soupes en silence, puis disait « Tu ne sais pas à quel point ça me fait du bien. » Je souriais, je savais. J'ai recommencé à écrire. Pas un cahier de comptes, un vrai carnet. J'y notais mes pensées, mes colères, mes petites victoires. Le sourire d'un inconnu, le goût du pain chaud. Le premier compliment sincère depuis des années. Vous avez une voix douce, madame. J'ai même posté une photo de ma tarte aux poires sur le compte Instagram de l'association. 54 likes. Ridicule pour d'autres, pour moi c'était la preuve que j'existais. Que j'étais plus que maman, belle-mère ou grand-mère encombrante. Un soir, Élodie rentre plus tard que d'habitude. Elle me trouve sur le balcon, arroser les plantes. Elle s'assoit à côté de moi. Silencieuse. Puis, doucement. Tu sais, je pense que je n'ai jamais vraiment compris ce que tu as traversé avec Mathieu. J'ai posé l'arrosoir. Elle continue, j'ai toujours cru qu'il était le fils modèle. Celui qui réussit, épouse une femme belle et organisée, achète une maison, a 2 enfants. Mais je n'ai pas vu ce qu'il devenait avec toi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit, on croit toujours que nos enfants vont nous aimer comme on les a aimés. Mais parfois, ils apprennent à nous aimer de la mauvaise manière. Elle a hoché la tête. Tu crois qu'il regrette ? Peut-être. Mais ce n'est plus mon problème. Et c'était vrai. Je n'avais plus besoin d'excuses. Je n'avais plus besoin de son regard. Je me regardais moi-même. Pour la première fois depuis des années, je me reconnaissais. Le téléphone a sonné un mardi matin. Je préparais une soupe de lentilles dans la petite cuisine d'Élodie. Le soleil passait à travers les stores. Une brise marine caressait les rideaux. Le numéro s'affiche. Un numéro que je connaissais si bien. Que j'avais tant espéré voir autrefois. C'était lui. Mathieu. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis retournée à ma casserole. J'ai remué, goûté, ajouté un peu de sel. Puis seulement, je me suis assise à la table. J'ai laissé la messagerie faire son travail. La voix de ma petite fille Camille surgit, faible, tremblante. Mamie, papa pleure. Ils disent qu'on va perdre la maison, la banque a envoyé une lettre. Maman crie. Ils disent que c'est de ta faute. De ma faute ? Pause. Puis la voix de Mathieu. Maman, je t'en supplie. Je sais que je t'ai blessée, je n'ai pas su te défendre. Je suis désolée. On a tout gâché. Clara ne dort plus. Moi non plus. On va perdre la maison. Les enfants pleurent. Je t'en supplie, reviens. On fera de la place. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. Je suis restée là. Immobilité, souffle régulier. Puis j'ai bloqué le numéro. Pas par vengeance. Parce que c'était fini. 3 ans de silence, 3 ans d'humiliation, 3 ans d'invisibilité. Ils ne m'appelaient pas par amour. Ils m'appelaient parce qu'ils avaient besoin de moi. Cette fois, je n'étais plus disponible. Le soir, j'ai raconté l'appel à Élodie. Elle n'a posé aucune question. Elle m'a simplement tendu une tasse de tisane et murmuré « Tu ne leur dois rien, tu sais. » J'ai hoché la tête. Je ne suis pas cruelle, ai-je dit. Je suis juste fatiguée d'être utile uniquement pour payer les factures ou consoler les enfants. Je veux être aimée, même dans l'absence. La semaine suivante, une lettre est arrivée. Timbre, écriture enfantine sur l'enveloppe, Camille. Chère mamie, je sais que maman est fâchée, mais moi je ne le suis pas. Je me souviens de tes crêpes, de tes chansons, de ton odeur de lavande. Moi je t'aime toujours. Dessin, 2 silhouettes tenant la main devant une maison avec un jardin. J'ai posé la lettre sur mon cœur. J'ai pleuré. Doucement. En silence. Pas de tristesse, juste de la libération. Je lui ai répondu. Simple, douce, avec une fleur séchée collée à la fin.
Ma Camille, je pense à toi tous les jours. J'habite dans une maison avec des plantes et une vue sur la mer. J'y fais des gâteaux. Je ne t'ai jamais oublié. Je t'aime plus que les étoiles. Les jours ont continué. L'association m'a proposé un petit poste de référente bénévole. J'ai accepté. Je me suis inscrite à un atelier de lecture. J'ai appris à faire des sablés au romarin. J'ai commencé un livret de recettes pour Camille. Chaque soir, je me couche dans un lit qui ne grince pas sous le poids du mépris. Je dors profondément. Je n'attends plus d'excuses. Je n'attends plus qu'on me rende justice. Je l'ai déjà obtenu. Je suis partie, mais je suis encore là. Plus vivante que jamais. Je ne suis pas partie pour être regrettée. Je suis partie pour ne plus me voir dans le miroir avec honte. Pour que mon silence devienne une terre d'accueil. Aujourd'hui, je vis dans un petit studio au-dessus d'une ancienne librairie dans le Panier à Marseille. Chaque matin, j'ouvre les volets. La lumière entre à flot. J'arrose mes plantes. J'écris dans mon cahier rouge. Je n'attends plus rien de personne. Mais je suis ouverte à tout. Élodie passe souvent me voir. Elle dépose un pain au chocolat sur le comptoir, s'assoit en silence. Nous ne parlons pas toujours. Et c'est très bien ainsi. Un langage nouveau est né entre nous, tissé de respect et de cicatrices comprises. Un samedi matin, alors que je préparais une tarte aux figues, un colis est arrivé. À l'intérieur, un cadre en bois fait main et une photo de Camille souriante. Ma lettre collée contre son cœur. Un petit mot. Mamie, j'ai encadré ta lettre. Je la lis tous les soirs. Un jour, je viendrai chez toi. Je veux apprendre tes recettes, ton courage. Je me suis assise et j'ai pleuré. Cette fois, ce n'était plus de la douleur. C'était de la gratitude. Pas envers eux, envers moi. J'avais survécu à l'effacement, à l'invisibilité, à l'amour conditionnel. J'avais osé ce que tant d'autres femmes n'avaient jamais fait, dire stop, dire non, dire je mérite mieux. Je n'ai jamais voulu humilier Mathieu. Je l'ai aimé plus que ma propre vie. Mais l'amour ne justifie pas le mépris. Une mère, aussi douce soit-elle, a le droit de fermer la porte. Un soir d'été, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je n'ai pas décroché. J'ai laissé la messagerie répondre pour moi et j'ai continué ma tarte. J'avais déjà raccroché, pas ce jour-là, mais le jour où j'ai compris que se donner entièrement sans jamais être reconnu n'est pas suffisant. Aujourd'hui, je ne suis plus leur Suzanne. Je suis ma Suzanne. Je vis dans la pleine lumière d'un présent choisi. Femme âgée, cœur brisé, mais libre. Si vous êtes resté trop longtemps là où l'on ne vous voyait plus, sachez ceci, vous avez le droit de partir, le droit de vivre, le droit d'exister pleinement. Parce que parfois, dire non, c'est la plus belle forme d'amour-propre.